Merci Guylaine, merci Françoise, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Complément d'enquête. On se penche ce soir sur l'inquiétude d'une communauté, la communauté des Juifs de France. Il y a eu les événements à Sarcelles l'été dernier, la montée des actes antisémites ces derniers mois, et puis ces nouvelles menaces djihadistes qui visent tous les Français mais qui ont surtout touché des Juifs à Bruxelles ou bien encore à Toulouse. Les Juifs de France ont-ils raison d'avoir peur? C'est le thème de ce 273e numéro de Complément d'enquête. À droite, ce sont les pro-israéliens, à gauche, les pro-palestiniens. Ça va être un affrontement de rue, une mise en condition réelle. La nuit tombée, et il est primordial de se mettre en condition. Il y a une agression, on nous appelle, on est là, et si on voit par exemple un de mes frères se faire agresser, on est là et pour stopper le mal par le mal. L'extrait que l'on vient de voir, ce sont des jeunes juifs du Bétard qui s'entraînent à ce qu'ils appellent l'autodéfense. Nous les avons suivis. Nous avons aussi rencontré des militants qui agissent sur Internet avec des méthodes parfois radicales. On va aussi tout à l'heure se rendre en Israël où de plus en plus de Français partent s'installer. On verra que pour eux, ce n'est pas toujours facile. Mais pour en parler, nous nous sommes d'abord rendus naturellement ici, à Sarcelles, là où le 20 juillet dernier, une synagogue, celle-là, a été assiégée, une pharmacie ici, a été incendiée. Vous allez découvrir des images inédites de ces événements. On se retrouve après avec le maire de Sarcelles, François Pupponi, après ce reportage impressionnant signé Nathalie Sapena, Olivier Gardette et Vincent Gobert. Pour réagir, pour tweeter, le mot-clé, c'est d'enquête. À Sarcelles, ce matin de septembre, un petit événement. La réouverture du bar tabac Le Régence. Un parfum de renaissance pour le patron. Son établissement est resté fermé 6 semaines après les émeutes qui ont ravagé le quartier. Il y a un petit pincement au cœur quand même, un peu d'émotion parce que c'est la première fois qu'on a un événement comme ça. C'est un événement aussi grave. Dans ce bar comme partout à Sarcelles, c'est un melting pot. Les patrons sont chrétiens d'Orient. Les clients musulmans, juifs et viennent de tous les pays du monde. Salut mon grand. Là, je te passe une bise. Merci. Ah non, franchement, c'est un plaisir d'enfer. Franchement. On attendait que ça je passe, mais non. Ah là, ça y est Marco, on vous a retrouvé pour de bon. C'est quoi cette coutume? Moi, personnellement, je suis israélite. Alors, je fais des complets nouvelle ouverture. Voilà, on met ça, on met du lait, des bonbons. Je fais des sucreries, quoi. Tout ça soit bon. Ça porte chance? Ah, mais chance. Ah, parce qu'ils ne méritent pas vraiment. Hein. Des bonbons pour conjurer le mauvais sort. Ce dimanche de cauchemar, le bar était fermé. Mais le patron a assisté au saccage en direct sur son téléphone connecté à la vidéosurveillance. Il a vu les pillards s'emparer des cigarettes, forcer les caisses enregistreuses. Le pillage a duré près de 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Alors qu'à 200 mètres d'ici, il y avait près de 200 policiers. Voire plus. Pour protéger la synagogue. Oui. La police n'est pas intervenue car elle était débordée par les émeutiers qui assiégeaient la synagogue voisine. Des émeutes qui ont ciblé les juifs. On n'avait jamais vu ça à Sarcelles. Avant, je me baladais tranquillement avec ma kippa. Aujourd'hui, je fais attention. Je fais attention. C'est pas pour ça que je vais enlever ma kippa, pas du tout. Au contraire, loin de là. Mais je fais attention. Je fais plus attention qu'avant. Et je sens les regards qui ne sont pas les mêmes. Et ce qui s'est passé à Sarcelles, je vous dis, il y a des gens qui sont là depuis 45 ans. Il ne s'est jamais passé ce qui s'est passé il y a 45 jours. Jamais. Il y a eu autant de brutalité et d'acharnement vis-à-vis de la communauté juive. Sarcelles, une ville qui n'est plus tout à fait la même depuis ce 20 juillet. Pendant 5 heures, des centaines d'émeutiers envahissent la ville. Déchaînés, ils cassent, ils brûlent.
Un rassemblement pro-palestinien qui dégénère. Plusieurs magasins tenus par des juifs sont saccagés, comme cette pizzeria et ce supermarché cachère. La synagogue doit être protégée par les CRS. Sarcelles est sous le choc. On n'a jamais eu de problème. Jamais la Sarcelles, ni avec les juifs, ni avec les musulmans, jamais. Rien ne peut justifier l'antisémitisme. Dans cette ville réputée pour son harmonie entre les communautés, comment en est-on arrivé là? Nous avons rencontré les acteurs de cette journée, l'initiateur de la manifestation. Nous, on est venus vraiment en tant qu'habitants de Sarcelles, pacifistes. Le grand rabbin qui a organisé la défense de sa synagogue. Mais aussi les jeunes des cités qui étaient aux côtés des casseurs. Ce qu'ils font là-bas en Palestine, et ben nous, ici, on fait ça aux juifs. Et si on s'énerve vraiment pour de vrai, mais c'est grave, on peut les tuer. Si on veut, on les tue. La pharmacie en flammes reste le symbole de cette violence. C'était une institution à Sarcelles, tenue depuis 42 ans par une pharmacienne juive. Elle a entièrement brûlé. Franck et Nathalie Taïeb habitent dans l'immeuble de la pharmacie. 2 mois après, l'odeur de brûlé persiste dès qu'on s'approche. Leur appartement est là, au premier étage. Ah oui. Bah monsieur, on a été touchés nous. Hein. Ouais, vous savez. Et voilà. C'est la France. Ouais, la France, elle est belle, hein. Ouais, malheureusement. Leur logement n'a pas brûlé, mais il est toujours inhabitable. À chaque fois qu'ils y pénètrent, ils revivent la terreur de ce dimanche. Voilà. Ils étaient tranquillement dans leur salon, en famille, avec leurs 2 filles, à regarder la télévision, quand soudain dehors, la place est envahie. Ça arrivait partout. On avait arrivé une meute, c'était assez impressionnant. C'est des jeunes cagoulés, foulards, capuches, des foulards palestiniens parce que c'était noir et blanc. Les émeutiers les voici sur des images tournées avec un téléphone par des voisins, juifs eux aussi, qui vivent en face. Regardez comment c'est rempli. On y voit les pillards à l'œuvre. Celui-ci s'éloigne avec un gros sac dans les bras. Les jeunes qui filment pensent alors avoir été repérés par cette femme. Panique et fin des images. Les Taïeb eux aussi se réfugient loin des fenêtres, la peur au ventre. Quand l'incendie se déclare, ils sont alors pris au piège. La fumée est tellement épaisse qu'ils ne peuvent pas sortir. L'appartement est une fournaise. Les vitres se craquellent. Des linges sur le visage, la famille Taïeb attend les pompiers qui, caillassés par les émeutiers, mettent près d'1 heure à arriver. On a prié pour qu'on puisse en sortir. Vous avez cru que votre dernière heure arrivait? Ah oui, c'était... On a vu la mort. Je comprends pas. Ce qu'ils ont aussi vu pour la première fois de leur vie, c'est la haine contre leur communauté. Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était dirigé contre les juifs? Je pense. La boucherie musulmane n'a pas été touchée, le café en face non plus, et je pense qu'ils cherchaient, ils savaient où taper, quoi, je pense. À la pharmacie, vous voulez dire? La pharmacie, je pense qu'ils savaient que c'était des juifs. Mais c'est dommage. Les interphones, ils ont dû voir les noms. Et ils savaient la plupart que c'était des juifs. Donc je pense que c'était antisémite. Parce que jamais on n'aurait cru ça, quoi. Jamais. On a l'impression de se revoir en 39-45, quoi. De voir ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, voilà, quoi. Jamais on n'aurait pensé ça. Inimaginable pour les Taïeb, tous les 2 natifs de Sarcelles. Dans cette commune au nord de Paris, on surnomme la Petite Jérusalem le quartier où vivent 15 000 juifs sur 1 km². L'une des plus grandes communautés d'Europe, avec ses commerces cachers, ses écoles confessionnelles et ses 27 synagogues. Ce 20 juillet, tout a commencé à 1 km de là, à la gare RER Garges-Sarcelles, par un rassemblement pour protester contre les bombardements à Gaza.
Évidemment d'abord pour manifester notre indignation face au massacre qui se perpétue. À l'époque, des dizaines de manifestations comme celle-ci ont lieu en France. L'organisateur Nabil Koskossi est un habitant de Sarcelles qui dit ne faire partie d'aucun mouvement religieux ou politique. Il récuse tout antisémitisme. On a voulu tout simplement organiser une manifestation de soutien au peuple palestinien, une manifestation pacifiste, et en aucun cas monter une manifestation, comment dire, comme on a pu l'entendre dans les médias, antisémite, casseur de juifs, machin, parce qu'on a été pollué et sali tout au long de cette organisation-là, ce qui nous a profondément blessés. Mais à Sarcelles, cette manifestation est interdite au dernier moment par la préfecture, qui craint précisément des dérapages. Car la tension est très vive. Sur un abribus, on peut lire « Descente au quartier juif, venez équipés de mortiers, extincteurs, matraques ». Le 20 juillet, Nabil Koskossi vient à la gare pour appeler à la dispersion. Il est vite débordé, comme on le voit ici. Mais pour lui, si ces jeunes sont très énervés, c'est à cause des extrémistes juifs qui les auraient provoqués sur les réseaux sociaux. La preuve, selon Nabil, celui qu'on voit sur cette capture d'écran. C'est scandaleux. Qu'est-ce que ça renvoie aux habitants de la ville et aux jeunes des quartiers? Sarcelles, je vous attends les cafards. Vous n'avez pas le droit de manifester. C'était un appel à la confrontation. Dans cette ambiance délétère, les émeutiers foncent vers la grande synagogue par toutes les rues possibles. Le lieu de culte s'est préparé à l'attaque, avec le grand rabbin Laurent Béros dans le rôle du général d'armée. On a eu des débordements donc, de ce côté. Ils ont fait le tour en arrivant de ce côté, c'est que des rues piétonnes. Ensuite, il y a de ce côté-là, et ils sont arrivés de ce côté-là, donc il y avait ici un barrage aussi. Ils sont arrivés par en haut. Et voilà quoi. Donc on était vraiment essayé d'attaquer la synagogue. Le cordon de CRS tient les émeutiers à distance. Sur ces images tournées par des riverains, on les voit repoussés par les bombes lacrymogènes. Le rabbin organise aussi la résistance spirituelle. Malgré l'atmosphère d'émeute, il maintient la prière du soir qui a lieu ici, dans cet oratoire. On a quand même fait la prière. Oui. On ne pouvait pas concevoir de laisser la synagogue fermée parce qu'on avait des gens qui nous empêchaient de vivre notre rite. C'est forcément traumatisant, vous savez, de vivre un siège, de vivre une agression. Quand on vous frappe, alors que vous n'avez ni portable, ni argent, ni rien à prendre, mais on vous frappe parce que vous êtes juif, ça fait forcément mal. Devant la synagogue, une centaine de volontaires de la communauté appelés à la rescousse par le rabbin. Johan était l'un de ses militants. Ce Sarcellois, patron d'une entreprise de sécurité, ne se sépare jamais de son arme d'autodéfense. Qui est une bombe lacrymogène. Bon, je travaille dans la sécurité, donc il n'y a pas de problème pour l'avoir. C'est au gel et au poivre. Et je préfère avoir ça et pouvoir me défendre que me faire agresser. Ouais. Le jour des émeutes, il la portait comme ceci. Donc c'est quand même visible. Hein. Avec la bénédiction des CRS, selon lui. Eux-mêmes, voyant qu'ils étaient en sous-nombre, ils se sont dit, pour défendre la synagogue, on vous laisse un peu carte blanche. Vous trouvez ça normal? Non. Non. Non, parce que je pense qu'on est dans un pays de droit et que si on laisse faire ça, c'est qu'il y a un problème. La suite, on la connaît. Empêchés d'atteindre la synagogue, les émeutiers se déchaînent sur les commerces des alentours. Malgré 600 policiers et CRS, 8 magasins sont totalement ou partiellement détruits, dont 4 tenus par des juifs. Les émeutiers étaient-ils vraiment antisémites? Nous avons rencontré ces jeunes qui étaient présents ce jour-là. Ils n'ont pas participé aux destructions, mais ils comprennent les casseurs et tiennent des propos dont ils ne semblent pas mesurer la gravité. Ah, ils ont raison, la jeunesse. Hein. Ouais. Ils ont raison, c'est ça qu'il faut faire à ces juifs-là. Ils leur font la misère en Palestine, tout ça. Voilà, nous, ils ont la rage, on a la rage. Ben moi, j'ai la rage. La rage contre les juifs? Ben oui.
Mais ici, quel est le rapport avec ce qui se passe en Israël? Ce qu'ils font là-bas en Palestine, et ben nous, ici, on fait ça aux Juifs. Et si on s'énerve vraiment pour de vrai, mais c'est grave, on peut les tuer. Si on veut, on les tue. Mais ici, les Juifs, ils sont pas agressifs. Franchement, ils sont pas agressifs. Faut dire la vérité. Les Juifs sont pas agressifs, ils sont tranquilles. Ils font leur vie. Ils font leur vie et tout. Moi, je parle avec beaucoup de Juifs, franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont tranquilles. En communauté. Mais vous trouvez quand même que vous comprenez leur rage, en fait. C'est ça que vous dites. Ils ont raison. Putain, il y aurait 5 piges en arrière, mais moi, j'aurais fait un truc de fou. Moi, j'aurais sorti une arme de guerre, je les aurais allumés tous. Mais qui tous? Tous les Juifs. Pourquoi? Parce que voilà, c'est pour s'exprimer, pour montrer, voilà, nous aussi, on est énervés. Dans cette ville où un jeune sur 3 est au chômage, où l'échec scolaire fait des ravages, les vieux clichés sur les Juifs prétendument favorisés ressurgissent, comme l'expriment ces femmes anonymement. Vous avez manifesté le 20 juillet. Pour quelle raison? Pour toutes ces injustices qui se passent à Gaza et pour l'injustice qui se passe aussi sur Sarcelles. Le fait de placer les Juifs là-bas et ce qu'on appelle les cassos là-bas. Les quoi? Les cas sociaux. Cas sociaux. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. Aux yeux de Sarcelles, nous sommes considérés comme des cas sociaux. Quand on entend qu'eux, ils ont eu des appartements faciles ou qu'ils ont des bels appartements, écoutez, on est des êtres humains et je pense que normalement, on est tous pareils, quoi. Maintenant, j'irai pas jusqu'à tuer un juif parce que moi-même, je suis humaine, d'accord? Mais maintenant, oui, la haine, j'en ai parce que voilà, il y a de l'injustice. C'est le mot. C'est le mot. Voilà. Ils nous prennent pour des cons, quoi. Ils nous prennent pour de la merde. Les Juifs sont-ils devenus les boucs émissaires des banlieues? Ce 20 juillet, en tout cas, les émeutiers ont vandalisé une synagogue, celle de Garges, située à 400 mètres de la gare de Sarcelles. Elle était vide et bien cadenassée, mais il n'y avait personne pour la protéger. Les émeutiers l'ont caillassée pendant près d'1 heure. Ils ont forcé le portail. Ils ont détérioré la serrure, ils ont essayé de forcer la serrure, donc il y a eu des dégâts sur la serrure. Bon, ils n'ont pas pu rentrer. Ils ont réussi à briser cette fenêtre anti-effraction, la seule à ne pas être grillagée, avec une centaine de projectiles. Et pour la première fois, la prière n'a pas eu lieu. Cette synagogue, située au cœur d'une cité, subit régulièrement des agressions, des tags, des jets de pierre. Et les Juifs de Garges sont de moins en moins nombreux. On est une communauté en souffrance, on n'a pas les moyens de nos ambitions. Donc qu'est-ce qu'on a comme alternative? Vous savez, quand vous n'avez pas de travail, vous n'avez plus de synagogue, vous n'avez plus de juifs, vous n'avez rien, il ne reste pas grand-chose. Pour vos enfants, vous pouvez les éduquer dans les écoles juives parce qu'ils sont plus en sécurité. Il reste quoi? Pour quelqu'un qui se dit juif, qui veut vivre convenablement dans ce pays, il ne reste pas grand-chose. La seule chose qu'il leur reste, c'est de fuir. Par peur des représailles, les 2 fidèles de Garges n'ont pas voulu montrer leur visage. Et dans la rue, ils préfèrent souvent enlever leur kippa. Et voilà pour ce reportage signé Nathalie Sapena et Olivier Gardette. On se retrouve donc ici à Sarcelles, au cœur de ce quartier qu'on appelle la Petite Jérusalem. C'est quand même la plus grosse communauté juive de France, sans doute une des plus grosses d'Europe. 15 000 juifs vivent dans ce quartier de Sarcelles. Bonsoir François Pupponi. Bonsoir. Vous êtes le maire de la ville, le maire de Sarcelles. C'est quand même assez terrifiant les images qu'on vient de voir. Terrible. C'est terrible, mais c'est révélateur d'une réalité aujourd'hui. L'antisémitisme primaire, basique, existe. Et les gens n'ont plus de scrupules à l'exprimer comme ça, verbalement, et à reconnaître qu'effectivement, les Juifs en ont trop, ils sont responsables, et que quelque part, ce qui s'est passé, c'est normal. Donc c'est effectivement terrible, et ça nous interpelle tous. Vous l'avez vu monter depuis combien de temps, cet antisémitisme? Ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années qu'au fur et à mesure que la crise économique, que la misère sociale augmentait, le rejet de l'autre, la haine de l'autre s'exprimait. Alors c'est aujourd'hui les Juifs, ça peut être aussi les autorités, ça peut être aussi la France, c'est la haine de l'autre. Et on l'a senti nous monter depuis une dizaine d'années chez une partie de la population extrêmement minoritaire, mais qui existe. Alors qu'est-ce que peut faire un maire quand on a cette communauté qu'on a vue, ces gens qui habitent au-dessus de la pharmacie, qui sont terrorisés? Il y a des mesures de police qui ont été prises, il y a des mesures de sécurisation, il y a des policiers devant la synagogue? On sécurise, on essaie de rassurer, parce que la communauté juive est traumatisée.
Elle parle que d'une seule chose aujourd'hui, c'est de partir. Elle se demande si sa place est encore en France, ce qui est terrible pour la République, de savoir que des citoyens français de confession juive s'interrogent aujourd'hui de savoir s'ils sont encore en sécurité en France. Donc les rassurer, leur donner le sentiment que la République ne laissera pas faire, et puis essayer de rassurer tous les autres aussi, et puis mettre hors d'état de nuire ceux qui sont les responsables de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 20 juillet? Il y a eu d'autres actes? Non, la vie a repris son cours, car il n'y a pas de problème entre les communautés. Il n'y a aucun problème entre la communauté musulmane et la communauté juive, par exemple. Donc la vie a repris son cours, les gens se sont parlé. Il faut continuer ce dialogue, parce que les gens ont besoin de s'exprimer. À côté de ça, la police a fait son travail, car je répète, ce qu'il faut, c'est mettre hors d'état de nuire ceux qui sont responsables ou qui ont commis ces actes. Il y a eu des arrestations, il y a eu des condamnations. Des condamnations lourdes, encore une hier, enfin en tout cas un jugement hier, donc il ne faudra pas lâcher. Alors, Sarcelles, j'ai toujours entendu dire que c'était un symbole du vivre ensemble, donc cette communauté juive, 140 nationalités, communautés différentes dans la ville. En fait, en arrivant ici, je découvre que c'est pas le vivre ensemble, c'est le vivre côte à côte. On est ici dans la petite Jérusalem, presque juive à 100%, et puis les autres vivent plus loin. Alors, c'est pas tout à fait ça. On vit à quelques mètres, mais c'est la manière dont cette ville a été peuplée. Et c'est un peu le résultat et le symbole de ce qu'a fait la France depuis 50 ans. Elle a construit des grands ensembles, elle y a ghettoisé les populations les plus fragiles, et elle a laissé à côté les classes moyennes. Voilà, c'est comme ça que la France s'est construite. Et le malaise des banlieues, c'est ça. Ce qu'il faut justement, et ce qu'on fait depuis des années, c'est de lutter contre ça, contre cet enclavement, et faire en sorte que les gens se parlent. Ça se passe plutôt bien, mais après, il y a toujours des gens qui essayent d'attiser les haines, et les organisateurs du 20 juillet, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont attisé les haines, et quand vous avez en face de vous des gens complètement déstructurés, qui sont dans une sorte de dérive sociale, eh bien, ça fait un cocktail détonnant et les choses s'embrasent. Alors vous, on l'a vu dans le reportage, certains vous accusent d'être de parti pris. On dit le maire, il est avec les juifs, il n'est pas avec nous, les cas sociaux. Alors, c'est à la fois révélateur d'une dialectique de certains qui est la culpabilisation permanente des autorités de la France. On ne fait rien pour nous, il n'y a rien pour nous. Sauf que ce qui est terrible, c'est que ces femmes habitent dans un quartier où l'État, l'ANRU, les collectivités locales, la ville, ont investi dans les 10 dernières années 450 millions d'euros. Appartements neufs, immeubles neufs, écoles neuves, un tramway est arrivé, bref. On ne peut pas dire que rien n'était fait. Le vrai problème, c'est le chômage, le problème de formation, c'est d'autres sujets. Mais dire que rien n'a été fait est tout simplement anormal, scandaleux, et révélateur du fait que quoi qu'on fasse pour certaines personnes extrêmement minoritaires, elles auront toujours ce sentiment de rejet, et c'est contre ça qu'il faut lutter aussi. Est-ce que dans la communauté juive, on voit des jeunes qui se radicalisent, qui s'organisent, qui pensent à l'autodéfense? Bien sûr, je l'entends. C'est une réaction que je condamne, mais je l'entends. Mais quand un jeune juif vous dit, monsieur le maire, ça fait 20 ans, j'ai 20 ans, ça fait 20 ans que je me fais insulter et traiter de sale juif. On peut imaginer qu'à un moment, il a envie de réagir. Donc il y en a qui décident de partir et d'autres qui disent on ne va pas partir, on va se défendre. Il faut condamner cette réaction-là, mais il faut l'entendre aussi. Il faut aussi entendre la souffrance d'un jeune qui, depuis 20 ans, n'a connu que l'antisémitisme. Soyons à leur écoute. On peut les stigmatiser, dire que c'est pas bien, et c'est vrai qu'on ne peut pas accepter l'autodéfense, on ne peut pas accepter que certains essayent de se défendre tout seuls. Mais il faut aussi entendre le malaise. Merci François Pupponi, maire de Sarcelles. Vous nous parliez des familles qui ont la tentation de partir en Israël. Et bien justement, on en a suivi une qui quitte la région parisienne. On va voir ça dans quelques minutes. Mais vous nous parliez aussi de ces jeunes de Sarcelles qui ont la tentation de la radicalisation. Effectivement, ça existe. Ils sont minoritaires, mais certains rejoignent des groupes comme le Bétard ou la Ligue de défense juive. Certains aussi s'activent sur Internet. Leur héros s'appelle Ulcan, il parle pour la première fois à la télévision. C'est une enquête, un reportage de Tristan Valex, David Dameda et Frédéric Prigent. L'arrière-cour d'une synagogue dans l'Est parisien. L'un des groupuscules les plus fermés, le Bétard, s'entraîne à l'abri des regards. Exceptionnellement, ils ont accepté notre caméra, à condition de rester masqués. Une trentaine d'activistes juifs s'exercent au Krav Maga, technique de combat de l'armée israélienne. Le Bétard, un mouvement sioniste qui se veut défenseur du peuple juif. Je suis fier de voir cette jeunesse juive qui est prête à défendre ses frères au péril de sa vie.
L'exercice du jour, apprendre à cogner l'ennemi. À droite, ce sont les pro-israéliens. À gauche, les pro-palestiniens. Ça va être un affrontement de rue, une mise en position réelle. Un combat urbain, dans le noir. Et il est primordial de se mettre en condition. Le but est d'aller délivrer un juif qui aurait été capturé par le camp d'en face. Quand il y a une agression, on nous appelle, on est là, et si on voit par exemple un de mes frères se faire agresser, on est là pour stopper le mal par le mal. Ici en France, il y a trop de personnes qui ont l'habitude de croire que le juif il a la tête baissée. On lève la tête, on a le poing fermé face à toute menace. Une loi, la Torah d'Israël, une terre, la terre d'Israël, et un peuple, le peuple d'Israël. Yair, chef de bande, galvanise ses troupes à coups de formules choc. Les antisionistes sont anti-juifs. Pour lui, critiquer Israël, c'est être un nazi. Parce que nous sommes juifs. Nous donnons ici, membres de l'État, un message clair, net et précis à tous les nazis islamistes, à tous les pro-palestiniens. Assumez vos convictions. Vous êtes des nazis. Vous êtes des nazis islamistes. Et quoi qu'il arrive, je le dis clairement devant les médias, vous nous trouverez. Mais on vous trouvera. Et on vous brisera. On vous brisera. Parce que ces gens-là, c'est pas des humains. C'est des chiens. Des propos ultra-violents conclus sur l'hymne d'Israël. Ces jeunes sont tous français, mais ont le cœur ailleurs, prêts à sortir les poings pour défendre leurs idées. Des militants radicaux qui dérangent, au sein même de leur communauté. Bétar, mais aussi LDJ, Ligue de défense juive. Ces milices, que l'on croyait en sommeil, ont brutalement ressurgi cet été. On les a vus rue de la Roquette à Paris, en marge d'une manifestation pro-Gaza qui a mal tourné. Les voici armés de chaises et de casques, au nom de la défense d'une synagogue. Certains sont entrés en guerre sur le net, des militants sionistes qui harcèlent leurs adversaires à distance. Nous avons retrouvé le plus redoutable de ces combattants 2.0, Ulcan, un hacker recherché par la police française. Ultra minoritaire, ces activistes sont-ils les défenseurs d'une communauté menacée ou de dangereux provocateurs? Immersion parmi ces militants, autoproclamés justiciers du sionisme. Un dimanche, rue des Rosiers, au cœur de la capitale. Mais c'est qui veut? Tout le monde a reçu? Au milieu des touristes, la synagogue Lubavitch des juifs orthodoxes. C'est ici, le week-end, que le Bétar vient enrôler ses nouvelles recrues. Cet après-midi, c'est jour de grand oral pour 3 prétendants. Avant de jurer sur la Torah, les futurs Bétarim doivent exposer leur dévouement à la cause. Moi, je m'appelle Jacob. Ok, Jacob. De quel âge? Je vais faire mes 19 ans. D'accord. Donc là, j'ai décidé d'intégrer le Bétar. C'est un mouvement juif qui symbolise pour moi le juif de nos jours. Un juif qui n'est pas le juif de 45. Très bien parlé. Le juif qui ne rase pas les murs et qui garde un taux. Pourquoi vous avez décidé d'adhérer au Bétar? Parce que voilà, ça m'est arrivé moi-même des agressions physiques ou verbales, voilà, il n'y a pas plus d'une semaine. Je me fais insulter de sale juif. À en croire leur chef, depuis que le Bétar a été relancé l'an passé, il serait une petite centaine à l'avoir rejoint. Première action, le soir, un collage sauvage dans la rue. Attends. Les Bétarim sont stressés, car ils se dirigent vers le théâtre de la Main d'Or. Il y a un éclaireur qui va aller dans le théâtre du Nazi. Chez celui qu'ils surnomment le Nazi, l'humoriste Dieudonné. Ils ne s'attardent pas, par peur de se faire repérer. On revient. Alors revenez. Prenez la photo. Et remets. 4 affiches et une photo. Cela peut sembler dérisoire, mais pour eux, c'est une manière de réclamer l'interdiction définitive de ces spectacles. Voilà, c'est notre réussite de la soirée. On a une mission, là, on a réussi ce soir. Il passe son temps
à déverser sa haine anti-juive sur les réseaux sociaux. Et c'est une incitation à la haine que l'État ne condamne pas. À les entendre, les autorités françaises n'iraient pas assez loin contre leurs adversaires politiques qu'ils qualifient d'ennemis d'Israël. Alors certains activistes vont jusqu'à faire justice eux-mêmes, avec des méthodes d'un nouveau genre. L'un de ces redresseurs de tort nous a donné rendez-vous loin de la grisaille parisienne, à Tel Aviv. Un Français passé par le Likoud, la droite israélienne, avant de se lancer dans une croisade personnelle contre ceux qui l'accusent d'être anti-juif. Jonathan Simon Selem, alias JSS, nous reçoit dans son QG de combat, plutôt exotique. Profiter de cette vue, du beau temps. Quand on a un manque d'inspiration, on fait 50 mètres, on est à la plage. Un franc-tireur qui a pour arme un simple ordinateur. Et donc là, le fameux bureau qui fait tant trembler. Seul, voilà. JSS a lancé une traque aux auteurs de Quenelle, le fameux signe de ralliement à Dieudonné. Un salut nazi déguisé pour lui. Donc tout ça, ce sont des pages de Quenelle. Il a réussi à récupérer la liste confidentielle de milliers d'anonymes, habitués du blog de l'humoriste. Elle aussi, ça c'est une photo qui est prise en Israël. Il a mis en ligne sur son site leurs données personnelles. Son nom, sa ville, son adresse email, et on l'a publié directement sur Internet. On va pas envahir la justice de procès. Imaginez si on devait porter 9500 fois plainte contre toutes ces personnes qui ont fait des querelles, ça servirait à rien, ce serait complètement dément. Et puis on va pas non plus envoyer des milices ou des groupes ou n'importe qui pour leur péter la gueule parce que ça servirait à rien et qu'on prendrait pas la leçon. Par contre, à partir du moment où ces gens-là ont leur identité dévoilée au public en tant que partisans d'un homme politique raciste, alors là, ça va les faire chier. Et alors là, ils vont réfléchir à 2 fois la prochaine fois avant de faire les cons sur Internet. Par mail, il pose des ultimatums à chacun des quenelliers. À partir de l'heure. En échange d'excuses, il s'engage à retirer leurs coordonnées de son site. 48 heures. Pour les cas qu'il juge les plus graves, JSS peut aller jusqu'à appeler les employeurs pour les dénoncer. D'excuses. Il y a des personnes qui ont été licenciées de leur boulot, il y a des personnes qui ont été mises à pied pendant 1 semaine, 2 semaines, qui n'ont pas reçu leur salaire, il y en a qui ont dû être mutés. C'est un peu de l'intimidation. C'est pas de l'intimidation. À excuser. Non, ben si la personne, vous savez, c'est comme dans un tribunal, si la personne s'excuse, le juge est entre guillemets clément. Si la personne s'excuse en disant j'ai été con, j'ai fait un geste antisémite ou j'ai été con, je savais pas que c'était ça. Il n'y a aucune raison qu'il soit puni plus longtemps que ça s'il a réalisé son erreur. Mais a priori, c'est pas votre rôle d'être un juge ou un tribunal. Je suis ni juge ni tribunal, entre guillemets. Par contre, on donne notre punition à notre manière. Selon JSS, la fin justifie les moyens. Pour de futures attaques, il a récupéré des données très privées, comme ce relevé de compte appartenant à Dieudonné. Ou encore cette carte grise qui lui a été subtilisée. Ces documents lui ont été fournis par des hackers, sionistes eux aussi. L'un d'entre eux est devenu la bête noire des autorités françaises. Son nom de scène, Ulcan. Activiste juif et star du net. Sa méthode radicale, pirater et terroriser ses ennemis à distance. Exilé en Israël, Ulcan est traqué par la police française pour piratage, usurpation d'identité, menace de mort. Pour la première fois, il a accepté de rencontrer des journalistes. Depuis Ashdod, Ulcan, de son vrai nom Grégory Shelley, est devenu le poison des antisémites. Et des antisémites, Ulcan en voit partout. Négationnistes, dieudonistes, pro-palestiniens. Ses ennemis, il les cible en 3 clics. Je vais sur Google, je tape Gaza, sioniste, je regarde un petit peu ce qui est écrit et si je vois que c'est de la haine pure et simple et non de l'information, ben dans ce genre de cas, en général, je leur laisse un petit signe de mon passage. Vous avez piraté combien de sites comme ça? Peut-être 500. 500 sites qui étaient hostiles à Israël? Oui, mais disons que pendant la guerre, en 2 mois, j'ai dû en pirater une centaine. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir la cible. Ce jour-là encore, il s'attaque à la fédération anarchiste, ouvertement pro-palestinienne, dont il modifie la page d'accueil. On voit des petits zizi. Puis il pirate un site d'information qu'il accuse d'être partisan. Alors donc là, on a le site Arrêt sur image qui fonctionne.
On clique dessus, on peut se balader avec. Et là, maintenant, on va lancer une attaque. Donc voilà, arrêt sur image, attaque started. Voilà, là, il va être complètement KO. Avec ma simple connexion tout à fait classique, je viens de mettre KO le site internet d'arrêt sur image. Hacker des sites, un délit puni en France de 5 ans de prison. Mais Hulkan appelle cela faire son devoir civique. Je me sens dans l'obligation d'agir et d'essayer d'interpeller les gens. Et puis il n'y a pas 36 façons. Hein. Vous savez, c'est Al Capone qui disait on obtient plus avec un sourire et une arme qu'avec un sourire seulement. Et le Al Capone du web est capable d'aller très loin dans l'intimidation. L'une de ses dernières victimes, un jeune journaliste de rue 89, site catalogué à gauche. L'été dernier, après avoir signé un portrait critique d'Hulkan, Benoît Lecor a droit à un coup de fil musclé de la part du hacker. Allô? Ouais, c'est Hulkan. Écoute-moi bien, on pense pas pareil, toi et moi, fils de pute. Le militant sioniste va jusqu'à téléphoner aux parents du journaliste, en se faisant passer pour un policier. Un canular sordide qu'il a enregistré. Allô? Oui, bonjour, madame Lecor. Oui? Oui, bonjour, c'est la police, je vous appelle concernant Benoît. Oui? D'accord, bon, il lui est arrivé un accident, madame, hein. Ah bon? Oui, oui, oui. Je vous passe mon mari. Merci. Allô? Oui, bonjour. Votre fils est mort, monsieur. On est simplement, on comprend plus là. Enfin, il est mort, hein. C'est pas moi qui l'ai tué, vous voulez que j'y fasse quoi, moi? C'est tous les jours. Y a-t-il un lien? Son père, aujourd'hui, est dans le coma. Il a fait un infarctus 5 jours après la mauvaise blague d'Hulkan. J'aimerais juste qu'il se sente responsable. Non pas de l'infarctus de mon père, mais de tout ça, de tous les canulars qu'il fait. C'est des choses qui peuvent sembler peut-être anodines quand on est derrière son ordinateur, quand on rigole. Et j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte de ça, qu'il ne se rend pas compte du mal en fait que ça peut faire sur les familles. Et rien ne l'arrête. Même le rédacteur en chef de rue 89, trop favorable au Hamas pour le pirate, a droit à une visite de la police en pleine nuit. Encore un coup tordu signé Hulkan. Il y avait un déploiement de police incroyable dans la rue. La rue était bloquée des deux côtés, une dizaine de véhicules, les policiers de la BAC en gilet pare-balles avec des armes, un camion de pompiers prêt en cas de problème. Et en fait, il avait téléphoné à la police en se faisant passer pour moi, donc en faisant apparaître mon numéro sur l'écran des policiers, et en disant, un peu essoufflé, je viens de tuer ma femme, je suis retranché chez moi avec une arme, et le premier policier qui vient, je lui tire dessus. Des opérations surréalistes que l'activiste franco-israélien a réitéré des centaines de fois, sans jamais être inquiété. T'as pas 2 euros en poche, vous parlez de perquis, vous en avez jamais eu. Je pense que s'il était basé en France, ça se serait arrêté depuis longtemps, parce que quelqu'un qui revendique ouvertement des agissements pareils, il faut dire qu'il aurait été mis hors d'état de nuire par la police d'une manière ou d'une autre. Les policiers sont fous de rage d'être ainsi baladés, manipulés. Car sous le soleil israélien, le hacker en série ne se vit pas vraiment comme un fugitif. Le militant ultra a beau être l'objet de multiples plaintes en France, pas de quoi l'effrayer. Dans le pays où je suis, c'est pas quelque chose forcément les premières priorités de la police, quelqu'un qui attaque les néo-nazis et les antisionistes, etc. Je pense que pour l'instant, là où je suis, je me sens bien. Là où vous êtes, ici en Israël, vous vous sentez un peu dans l'impunité ou pas? Je me sens pas dans l'impunité du tout. Je sais que je peux être extradé, je sais que Israël a des accords avec l'Europe, etc. Maintenant, je pense que quand même pour faire extrader quelqu'un, il faut un petit peu plus que des canulars téléphoniques et d'avoir changé quelques pages de site internet. Vous ne regrettez rien, aucune action? Peut-être que certaines choses qui sont mal comprises, je devrais les faire autrement, mais non, je regrette pas du tout mon action. Peu de scrupules. Au nom de l'autodéfense, ces militants assument tout. Même si en France, la justice les condamne régulièrement. Cette avocate parisienne est spécialisée dans les bavures des mouvements juifs radicaux. Des dossiers de ce genre, elle en a plaidé des dizaines depuis 2008. Attaque d'étudiants dans le tribunal administratif de Paris, menace de mort, visage défoncé à coups de casque. L'autodéfense, c'est pas un terme juridique. Il y a la légitime défense, et puis après il y a l'agression, parce qu'en réalité ce ne sont que des agressions. Ils sont jugés partis, ils décident qui est coupable de quoi, et ils décident de la peine, à savoir un lynchage.
La justice parallèle et ses dérives inévitables. La ville de Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, en a été le théâtre il y a moins de 3 semaines. Devant cette brasserie, une bagarre a mal tourné. À partir du moment où on les a vus, c'est qu'on a vu le groupe de jeunes arriver de là-bas. C'était une quinzaine, une vingtaine partir ici et partir complètement de l'autre côté. Ce restaurateur a vu une bande courser l'adolescent maghrébin qui venait de lui livrer le pain. Partir de l'autre côté là-bas au bout et au niveau du pont du périphérique, a priori ça s'est passé là-bas. Pour un mauvais regard qui s'est passé, c'était notre livreur de pain et il s'est fait faire passer. C'était un garçon à problème? Non, c'était un garçon tout simple qui travaillait. Il nous a jamais causé de problème, il venait avec ses copains, on n'a jamais eu de souci avec lui, il est toujours aimable, donc pas de problème. La victime, le fils du boulanger. Toujours sous le choc, ce Français de 17 ans, d'origine algérienne, a eu un traumatisme crânien et 12 jours d'arrêt. Tabassé et traité de sale arabe par une bande de jeunes issus de la communauté juive. Là, coup de poing, coup de poing, coup de poing, coup de poing. Là, coup de casque. Et là... Il assure qu'il marchait simplement sur le trottoir avec un ami. Là, au début, on savait même pas que c'était des juifs, on savait rien. Ils avaient l'air comme nous, quoi. C'était des ados, comme nous. Et dès qu'ils nous ont tapés, quand ils ont revendiqué Israël, sale arabe, c'est là, je me suis rendu compte, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez compris? On a compris que c'était des jeunes juifs, en fait, et que c'est pas, et que nous, ils nous ont vu qu'on avait des têtes d'arabes, que c'était quelque chose, communauté contre communauté. Une semaine après l'agression, le Bétard est de retour sur les lieux. Une patrouille dans les rues de Saint-Mandé. On sécurise le périmètre. C'est-à-dire quoi, sécuriser le périmètre? On va regarder un peu partout si on voit qu'il y a des groupes qui arrivent, comme la dernière fois ils sont venus en scooter. D'après ces militants sionistes, il y a bien eu une agression la semaine d'avant, mais une agression anti-juive. Les médias auraient tout déformé. C'est de la désinformation, c'est pas vrai, c'est fou. Ouais. Comme le Parisien disait que c'était 2 Maghrébins, des livreurs de farine. C'est l'histoire, elle tient pas debout. Déjà rien que l'histoire en elle-même, elle tient pas debout. C'est pas nous, on est allé le chercher pour le frapper. C'est pas un juif qui est parti chercher l'arabe pour le frapper. C'est lui, il est venu chercher du juif pour le frapper. Mais la situation s'est retournée contre lui. Les arabes, les nazis islamistes viennent nous attaquer. Donc nous, pour se défendre, on va répondre par une attaque. Après enquête, la police a tout de même interpellé 2 jeunes issus de la communauté juive. 2 mineurs, proches des mouvements sionistes, mis en examen pour violence volontaire à caractère raciste. Et voilà pour ce reportage étonnant signé Tristan Walax et David Dameda. On se retrouve ici au musée d'art et d'histoire du judaïsme, musée qui est fermé aujourd'hui parce que c'est Rosh Hashanah, c'est la fête du Nouvel An juif. On se retrouve avec vous, Alain Jakubowicz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. On va parler de l'incroyable augmentation des actes antisémites en France depuis le début de cette année. Mais d'abord un mot sur ce qu'on vient de voir, notamment cette histoire de Saint-Mandé à la fin, ce jeune arabe agressé apparemment par des juifs. Vous vous êtes porté partie civile ? Oui, on s'est porté partie civile parce que c'est le rôle de la LICRA. La LICRA est évidemment contre tous les racismes, et évidemment contre l'antisémitisme. On sera évidemment à côté toujours de la victime de racisme à partir du moment où la circonstance aggravante du racisme est reconnue par la justice. Mais 2 mots tout de même sur ce reportage. Enfin, c'est atterrant. Je vais vous dire honnêtement, pour la première fois, je crois, depuis fort longtemps, et je crois depuis ma naissance, j'ai peur. Cette situation est une situation absolument explosive. C'est l'échec des institutions de la République, il faut bien le dire. Ce n'est pas pour moi que j'ai peur pour la République. Ce déchaînement de haine, de violence, comment sommes-nous arrivés là? Et je veux dire, ma réaction première lorsque je vois ça, c'est j'ai envie de leur parler, à tous. Notamment aux activistes sur Internet qui, depuis Israël, menacent... Mais bien sûr, je veux dire qu'ils se trompent dans les moyens d'action. Nous devons faire confiance aux institutions de la République. Et évidemment, les institutions doivent donner confiance à l'ensemble de nos concitoyens. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est là que nous sommes en échec. Alors, 527 actes antisémites recensés en 6 mois, c'est le double de l'année dernière, avec en plus de plus en plus d'actes violents. Oui, c'est plus d'actes et plus de violence.
En 7 mois, c'est une explosion, c'est plus d'un doublement des actes avec deux événements, hein, parce qu'on est dans du conjoncturel. Hein. 2 événements, début d'année, c'est cette manifestation à Paris, jour de colère, et là c'est l'extrême droite, hein, où on va hurler « Juifs, Juifs, la France n'est pas à toi ». Enfin, recevoir ça dans la figure au début du XXIe siècle, enfin, c'est du jamais vu. Et puis ensuite, on arrive au mois de juillet, avec ces événements internationaux qui sont importés sur le territoire national, les manifestations pro-Gaza, qui sont légitimes dans une république. Je veux dire qu'on a le droit de soutenir le peuple palestinien ou l'État d'Israël. Mais ce à quoi nous avons assisté, enfin, c'est absolument surréaliste. À nouveau, mort aux Juifs. Et là, c'est l'extrême gauche. Alors, 527 actes antisémites recensés en 6 mois. Est-ce qu'on recense de la même façon les actes islamophobes? Évidemment. Enfin, évidemment. Et là, on est sur une tendance d'augmentation aussi écoutez, de 41%. Si vous m'amenez sur le terrain du racisme en France aujourd'hui, je vous dirais, et ça ne vous surprendra pas, que la première communauté visée, c'est la communauté rome. Aujourd'hui, les Roms font quasiment l'unanimité contre eux. C'est absolument terrifiant, avec du rejet primaire, du racisme primaire. Et évidemment, les actes anti-musulmans sont légion. Aujourd'hui, les premières victimes, pour moi, de l'islamisme radical, ce sont les musulmans. Et notamment les musulmans de France, qui effectivement, dans leur immense majorité, n'aspirent qu'à être des citoyens comme vous et moi, et ils sont des citoyens comme vous. Et quand vous dites aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, on a ce guide français qui a été égorgé hier en Algérie, on peut craindre demain une stigmatisation des musulmans, une multiplication des actes contre eux? Évidemment, c'était cette réaction, et je crois que, vous savez, on sent bouger les choses. Aujourd'hui, les instances représentatives de la communauté musulmane, dans sa diversité, Dieu sait, pardon de ce terme qui n'est pas très laïque, qu'ils sont nombreux, les composantes, ensemble, dénoncent ce que n'est pas l'islam. On avance ensemble. Vous savez, la France n'est pas un pays d'extrême, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la société française subit tout cela et se tait. Il est temps que la société française réagisse. Au lendemain de la profanation du cimetière de Carpentras, 1 million de Français sont descendus dans la rue. 1 million de Français, de toute confession, de toute couleur de peau. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, les gens restent chez eux, se taire. Et c'est ça l'effet du communautarisme, et c'est l'image que l'on renvoie que les Français, finalement, ne sont pas concernés. Ils sont victimes indirectes de ce qui se passe. Non, ils sont victimes directes. Chacun de vos téléspectateurs qui aujourd'hui nous écoutent et nous regardent est concerné par ce qui se passe. Et c'est un coup de gueule de la France dans son ensemble dont on a besoin. Merci Alain Jakubowicz, président de la LICRA. On va maintenant s'intéresser à ces Français qui partent vers Israël, ces Français juifs. Leur nombre a doublé depuis le début de l'année. En 2014, on estime qu'ils seront 5000 contre la moitié en 2013. On va voir qu'en Israël, il y a des dispositifs pour les accueillir et pour faire qu'ils soient de plus en plus nombreux à l'avenir. On va voir aussi que ce n'est pas toujours aussi facile de partir, de quitter par exemple les banlieues françaises et de s'installer en Israël. C'est un reportage de Zoé de Bussière, Hervé Pozzo et Michael Bozo. Quatre vies, entassées dans une douzaine de valises pleines à craquer. Regarde, je peux plus fermer maintenant. Mais attends, mais c'est quoi ça? Mais c'est toutes les chaussures, il a fait. Les Lénadier vivaient en région parisienne depuis toujours. Aujourd'hui, Philippe, Valérie et leurs 2 enfants partent pour Israël. Là, il y a tout, Philippe. J'espère, hein. Attends, je vais demander à Valérie si elle a pas une valise planquée quelque part. Leur départ est un sujet sensible. La famille, les amis proches connaissent leur destination, mais ce sont les seuls. Aux autres, ils ont raconté une histoire un peu différente. Pourquoi on partirait en Israël, un pays en guerre? Ils comprennent pas, quoi. Donc, pour éviter des explications qui ne servent à rien, enfin, c'est pas qu'ils servent à rien, mais bon, on rentre dans des histoires, des explications, des choses comme ça. Eh ben, on préfère dire, on va dans le sud de la France, au revoir, on s'embrasse, on pleure et tout se passe très bien, quoi. À en croire les Lénadier, ce n'est pas l'antisémitisme qui les pousse à quitter la France. Ils ont ce projet en tête depuis plusieurs années. Adrien, leur fils aîné, vit déjà en Israël depuis 3 ans. Mais cette fois, c'est différent. Toute sa famille fait le voyage avec lui. Ça fait bizarre de quitter la France. Même si moi, ça fait longtemps. C'est pas pareil, là.
Bon, bah, c'est parti alors. Hein. C'est un aller celui-là, il n'y a pas de retour. Hein. Un aller simple vers Israël. En hébreu, on appelle ça l'Alia, la montée en terre promise. Depuis janvier, comme les Lénadiers, 5500 Français sont venus s'y installer, un chiffre record. Israël, un pays de seulement 8 millions d'habitants, construit depuis 1948 grâce aux vagues d'immigration successives. 100 000 Juifs éthiopiens dans les années 80, 1 million de Russes dans les années 90. Les derniers à venir en masse arrivent de France. Ils quittent l'Hexagone à cause de la crise économique, de la montée de l'antisémitisme ou par besoin de retrouver leur identité. En Israël, on se réjouit déjà de leur venue. Vous pensez que les Juifs en France, ils vont à terme tous venir ici un jour ? Je crois que oui. Je suis sûre même, pas croire. Peut-être pas la prochaine année, dans 2-3 ans, la plupart, elle va quitter. Les Juifs ont quitté l'Afrique du Nord et les pays musulmans en 25 ans. Ils ont quitté l'Europe de l'Est en 25 ans. 2 millions de personnes ont quitté l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, 1,5 million de Juifs européens vont partir dans les 15 ans. Pourquoi des milliers de Juifs choisissent-ils de quitter la France? S'intègrent-ils dans leur nouveau pays? Et comment le gouvernement israélien encourage-t-il leur aliyah? Après 5 heures de vol, le sourire aux lèvres, les Lénadiers arrivent dans leur nouveau pays. Avec eux, une soixantaine de passagers qui font eux aussi leur aliyah. Les taxis. Ok. Recharge gaz. Tous les billets d'avion ont été payés par l'État israélien. Yes. Nous allons à contrôle de passeport, à faire les démarches administratives. Ça prend du temps. En 2 heures à peine, Valérie, Philippe, Adrien et Mathias vont devenir des citoyens d'Israël. Allez-y, asseyez-vous. Profession. Commerce. Alors, vous allez où? Netanya. Les Lénadiers reçoivent ce qu'on appelle ici le panier d'intégration. Une carte de sécurité sociale, une puce pour leur téléphone portable, 400 € en liquide en attendant de pouvoir ouvrir un compte bancaire. Ils reçoivent même leur nouvelle carte d'identité. Ça y est, vous êtes israélien. Bah oui, là, oui. 50 ans, changer de nationalité, bon, c'est quand même bizarre, quoi. Hein. Est-ce que le fait de venir vivre en Israël, c'est aussi un acte un peu symbolique de participer à la construction de ce pays? Oui, c'est-à-dire que voilà, on marque le fait qu'on est en accord avec la politique israélienne. Le fait que Israël doit exister. Et pour ça, il faut le montrer. Donc, pour ce fait, il faut venir en Israël. Voilà. L'accueil du pays est exceptionnel. Mais pour en bénéficier, il y a une condition. Ça, c'est une preuve que nous sommes bien juifs. Et vous l'obtenez comment? Au consistoire de Paris. Donc il vérifie que vous avez été élevé dans... il vérifie qu'on a des origines juives. Nos parents sont juifs. Et qu'automatiquement, nous sommes. Leur avion s'est posé il y a 3 heures à peine. La nouvelle vie de ces franco-israéliens va commencer. Bonne chance et bon courage. Merci. Les Lénadiers ont choisi de s'installer au nord de Tel Aviv, le long de la côte méditerranéenne. Voici Netanya. 200 000 habitants, dont un tiers de Français. La ville a poussé comme un champignon en plein désert, au gré de l'arrivée des nouveaux migrants. 24 heures ont passé. Philippe et Valérie ont déjà trouvé un appartement meublé où ils vivront les premières semaines. Vous avez vu sur la mer. Avec ça, la Côte d'Azur ne vous manquera pas. Et les draps sont fournis aussi? Oui. Valérie parle déjà couramment hébreu. Elle a vécu 6 ans en Israël. Philippe, lui, va prendre des cours pendant 5 mois, financés entièrement par l'État. Quant au loyer de l'appartement... Ça vous revient à peu près à combien pour une nuit? Je viens de pas regarder les tarifs. 5500 shekels. Hein? Pour le mois? Pour le mois, ouais. 5500 shekels, ça fait 1200 €.
1 200 € pour 35 mètres carrés. La vie en Israël est très chère. Là aussi, ils reçoivent une aide de l'État qui leur verse plus de 1 000 € par mois, le temps qu'ils trouvent un emploi. Comme pour toute nouvelle chose, on ne peut pas avoir tout de suite. Il faut arriver et puis se dire que y aura un temps de, entre guillemets, galère, c'est sûr, c'est sûr. C'est une autre vie, autre chose, tout est nouveau. Dans 6 mois, les aides de l'État s'arrêteront. Valérie et Philippe ne pourront alors compter que sur eux-mêmes. Au total, ils auront touché près de 10 000 €. Ce pont d'or fait aux nouveaux migrants est le même pour les Juifs du monde entier. Et devant l'arrivée massive de Français, le gouvernement israélien a décidé d'aller encore plus loin. En janvier dernier, il a investi 4 millions d'euros dans le plan French First, les Français d'abord. À l'origine du projet, un chercheur, Dov Maimon, lui, est arrivé de France à l'âge de 18 ans. C'est là en fait le cerveau où s'est pensé le projet de l'Aliyah des Juifs de France. Comme d'autres phases d'immigration dans l'histoire du peuple juif, il y en a eu à Alexandrie, il y a eu en Espagne, il y a eu en Allemagne. Souvent ça s'est passé très mal, les gens ont attendu la dernière minute. Si on peut essayer d'éviter tout ça, alors ça serait bien. Dov et son groupe de recherche réfléchissent à l'avenir des Juifs à travers le monde. Et il n'est pas peu fier de ses soutiens. On rassemble les grands penseurs du peuple juif, comme Kissinger, les dirigeants des grandes organisations juives américaines. Vous avez Dennis Ross, notre patron, Dennis Ross, celui qui a fait l'architecte des accords d'Oslo, qui est notre patron. Vous avez Howard Kor, le patron de EPAC, le lobby pro-israélien. Ce chercheur est parti d'un constat alarmant. 70% des Juifs de France ne se voient pas rester dans l'Hexagone, soit près de 400 000 candidats potentiels à l'Aliyah. Le but de Dov, les aider à préparer leur arrivée en Israël longtemps avant leur départ. Si les Juifs doivent partir, qu'ils ne partent pas comme les Juifs d'Afrique du Nord qui ont quitté l'Algérie en juin 1962, les mains dans les poches, qui viennent ici avec leur dignité, avec leur force, leur capacité, leur croyance en eux-mêmes, et qu'ils le fassent dans des bonnes conditions. Ça veut dire bonnes conditions, ça veut dire éventuellement avec un contrat de travail en poche, avec déjà une connaissance de l'hébreu, avec des connaissances de la société israélienne, tout ce qu'on peut faire en amont, déjà là-bas. Grâce aux 4 millions d'euros débloqués par Jérusalem, l'administration accélère les équivalences de diplômes et finance des voyages gratuits en Israël pour les jeunes juifs de l'Hexagone. 1 200 000 Français ont des origines juives et pourraient prétendre à l'Aliyah. Dov rêve de tous les accueillir. Ce serait une bénédiction incroyable pour toute la région, pas seulement pour l'État d'Israël. Ça permettrait à l'État d'Israël d'être vraiment habité, ça permettrait à l'État d'Israël d'être une base territoriale où on pourrait enfin créer le projet tel qu'il a été pensé à la fin du 19e siècle. On a pensé le sionisme politique, et c'est le projet de la Bible, celui qui est écrit depuis 3500 ans. Un rêve pour ce chercheur, mais aussi une stratégie assumée. Peupler Israël pour peser encore davantage dans la région. L'État dépense beaucoup d'énergie et d'argent pour faire venir les Juifs en terre promise. Que deviennent-ils une fois installés, une fois qu'ils ne touchent plus aucune aide financière de l'État? C'est l'autre visage de l'Aliyah, parfois plus difficile. Ici, l'école ferme à 13 h. Les jeunes sont ensuite souvent livrés à eux-mêmes, surtout quand leurs parents ont peu de moyens. À Netanya, cette association s'occupe de jusqu'au soir. Presque tous viennent de banlieues françaises et nous racontent la même histoire. On habitait dans un quartier arabe, donc il y avait beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup d'antisémitisme. Donc on est venu ici en 2006. C'est sûr qu'il y avait des petits problèmes financiers au début. Mais petit à petit on s'est arrangé et maintenant, très bien. Mais parfois la galère s'installe, car ici les salaires sont 2 fois moins élevés qu'en France. Certaines familles sont même obligées de faire marche arrière. Dès qu'on a fait l'Aliyah, un an après, mon père il est retourné en France pour travailler là-bas. Parce qu'il a pas trouvé de travail ici. Ouais, voilà. Et depuis il travaille en France, il vient tous les quelques mois. Mon père il fait des allers-retours, il vient toutes les semaines et il repart. Il vient jeudi soir et il repart lundi. Pour les responsables de l'association, les Français ont encore du mal à s'intégrer. Ils sont la vague d'immigrés la plus récente. Avant, il y a 10 ans encore, on voyait arriver principalement des Russes. Les Français ont des difficultés financières, mais pas seulement. Ils arrivent sans connaître la langue. Ils ont laissé leurs amis et leurs familles derrière eux. C'est très dur.
En France, ils se sentaient juifs, mais ici, on les considère comme des Français. Eyal a 16 ans. Il fréquente l'association depuis 6 ans. Il vit à quelques rues de là, dans le centre-ville populaire de Netanya. Allô, oui. Tu m'ouvres la porte? Lorsqu'il rentre le soir, sa mère est souvent encore au travail. Il dîne alors seul avec ses frères et sœurs. Depuis qu'ils ont quitté la France, c'est devenu une habitude. Ouais, il aime alors. Quand elles rentrent du travail, leur mère Edith ne les voit souvent que quelques minutes. Ça va mes enfants? Ils sont où mes enfants? Ils dorment? En France, Edith était mère au foyer. Ici, elle cumule 3 emplois à temps partiel. Fort. Ça va ma fille? Les bons mois, elle gagne 800 €, à peine de quoi payer le loyer. 800 €, c'est ce qu'elle touchait en allocation familiale en France, sans travailler. Quand on est arrivé, on se doutait que la vie n'allait pas être la même qu'en France. Mais c'est un choix de vie, il y a une autre qualité de vie. Ici, on se sent beaucoup plus en sécurité. On a nos enfants qui, à 13 ans, peuvent sortir avec des amis, aller au cinéma seuls, sans qu'on soit angoissé. 12 ans, 13 ans, ma fille, elle vient de voir 13 ans. En France, j'aurais jamais eu le courage de laisser mes enfants sortir. Je ne les aurais jamais. Jamais. C'est simple, jamais. Là, Edith a quitté la région parisienne en 2004. Son fils s'était fait insulter à l'école parce qu'il était juif. Depuis, ils ne reviennent que très rarement en France. Pourtant, c'est là-bas qu'est retourné vivre Stéphane, le père de la famille, car il ne trouvait pas de travail en Israël. À la demande d'Edith, nous avons masqué son visage. Elle se dit inquiète pour sa sécurité. À aucun moment, vous n'avez envie de le rejoindre en France? Non, ça fait 10 ans qu'on est là. Personnellement, ça n'a pas traversé la tête une seule fois. Je vois pas vraiment ce que j'ai à faire en France. Bon, c'est vrai qu'on a encore de la famille, un peu d'amis. Mais je me sens ici, chez moi. Et je me sens très bien intégré. Yoav vient de finir son service militaire. 3 années passées à déminer les abords de Gaza. Pourtant, malgré les risques liés à la guerre, selon lui, le vrai danger pour les Juifs n'est pas en Israël. On s'inquiète plus pour les Français que pour nous alors qu'on est en temps de guerre. C'est quelque chose d'assez spécial. Ah, vraiment. Comment ça se fait ça? Je sais pas, je sais pas, parce que nous, peut-être on a l'habitude, peut-être qu'on vit ça tous les jours, alors on est plus habitué, je pense, mais pour donner un exemple très concret, j'étais à la frontière de Gaza, et j'entends qu'il y a une synagogue qui s'est fait vandaliser ou assiégée, je ne me rappelle plus trop, et j'avais très peur pour les Français, les Juifs français. Un pays en guerre, un père absent, un niveau de vie plus bas qu'en France, pourtant cette famille ne quitterait Israël pour rien au monde. Quelques jours plus tard, à Paris, dans une petite rue du 20e arrondissement, Dov Maimon a bien compris que certains juifs étaient prêts à beaucoup de sacrifices pour quitter la France. Ce soir-là, il a profité d'un voyage à Paris pour participer à une réunion sur l'Alia. Celui qui est capable d'organiser un événement en une demi-heure, on y va. Dans la salle, 300 personnes ont fait le déplacement. Un succès inespéré pour un événement organisé à la dernière minute. Pour ceux qui ne connaissent pas Dov Maimon, vous allez voir qui est cette rockstar qui est capable de mobiliser tant de monde. D'après Dov, l'Alia intéresse désormais toutes les classes sociales, des plus modestes à ceux qui constituent l'élite de la communauté juive en France. On voit des gens qui font leur Alia qui sont complètement d'autres profils. Je vois tous les jours des gens qui ont écrit des livres fantastiques de la culture française qui me contactent, qui me disent « je veux vraiment partir, je me sens marginalisé ». On est en train de vivre une des expériences les plus passionnantes du peuple juif, le peuple juif qui revient sur sa terre, et notamment les Juifs de France qui sont la plus belle population, la plus belle communauté qu'on a au monde. Selon le chercheur, la France est en grande partie responsable de cet exode. La France peut changer de modèle, mais tant qu'elle ne changera pas de modèle, il va falloir que les Juifs pensent peut-être à se délocaliser individuellement, en groupe, en communauté, pour un temps, en attendant peut-être que la France reprenne ses repères et la France redevienne la France qu'on a aimée, celle qu'on a pu connaître ailleurs et dans d'autres moments. Depuis cet été, et malgré la reprise du conflit en Israël, 150 Juifs quittent la France chaque semaine.
Voilà pour ce reportage signé Zoé de Bussière et Hervé Pozzo. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Nous sommes toujours dans ce musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, dans le Marais. Vous venez de voir nos 3 reportages. La communauté juive de Sarcelles extrêmement inquiète, la radicalisation d'une poignée de militants juifs, et puis ces juifs de France qui partent de plus en plus nombreux en Israël. Tout ça, plus l'actualité dramatique de ces dernières heures, ça dresse un tableau très inquiétant de ce qui se passe en France en ce moment. Permettez-moi de vous dire d'abord que je suis très ému de me retrouver dans ce fauteuil ce soir. J'y étais il y a quelques mois, la veille de la mort de Benoît Duquesne. Et je suis vraiment très bouleversé d'y être de nouveau. Vous avez beaucoup de chance de succéder à ce magnifique journaliste qui était Benoît Duquesne, que j'ai à peine connu, mais voilà. On a une pensée pour lui. Retour à cette actualité inquiétante. Alors, aujourd'hui, il y a une vraie agression contre les Juifs de France. Il y a un vrai danger. Il y a des quartiers de France, de la région parisienne, où les enfants ne peuvent plus se balader avec une kippa sur la tête. Il y a des écoles où ils se font taper dessus parce qu'ils sont juifs. Il y a des meetings politiques de M. Dieudonné où on pratique le négationnisme à ciel ouvert. Il y a des synagogues qui sont attaquées. Nous sommes un certain nombre, républicains français, à penser que de notre vivant, à avoir pensé que de notre vivant, on ne verrait plus jamais ça. Or, on le voit. Et ça, c'est un vrai problème. Et alors, sur ces jeunes juifs qui se radicalisent, vous condamnez ce qu'ils font, ou vous vous dites, si j'avais 20 ans, vu ce que vous venez de décrire, vu ce qui se passe en France, je pourrais aussi avoir cette tentation? Ça existe à peine, c'est pas vrai. Il y a une jeunesse juive en France, enfin de jeunes Français juifs, qui sont fiers d'être juifs, qui sont fiers de l'héritage dont ils sont les porteurs, qui ont bien l'intention de ne plus jamais être les juifs des années 30, qui ont vu monter les périls et l'horreur, dans le pire des cas en rasant les murs, faut bien dire, et dans le meilleur des cas sans rien voir. Ils sont décidés, cette fois-ci, à avoir les yeux ouverts. Ils sont décidés à gagner la bataille politique. Ils sont décidés à gagner la bataille de l'esprit. Et ils sont une infime minorité à penser qu'il faut faire ça à la castagne. Une infime minorité. Donc ça n'est pas un sujet. Le vrai sujet, c'est que la grande différence avec les années 30, il y en a 2. D'abord, la République est solide. Les élites, pour l'instant, ne laissent pas passer les salopards. Le Premier ministre, le Président de la République, les maires des grandes villes, les maires de droite de certaines grandes villes sont implacables avec les salopards. Quand il faut interdire une manifestation, ils l'interdisent. Quand il faut interdire un meeting soi-disant comique, ils l'interdisent. Ça, c'est une différence. Mais l'autre différence, c'est que les Juifs sont intellectuellement, les Juifs de France, les Français juifs, intellectuellement aguerris. C'est-à-dire qu'ils connaissent maintenant le souffle caractéristique, ils connaissent les signes avant-coureurs, ils ne se laissent plus endormir ou bercer d'illusions. Ça, c'est la nouveauté. Donc les Juifs de France veulent se défendre, mais vous dites pas avec des matraques, quoi. Mais attendez, les Juifs de France veulent d'abord être défendus. Ils veulent être traités comme n'importe quel Français, c'est-à-dire être défendus. Je comprends, même si ça n'est pas mon cas, je comprends que certains se posent des questions et soient tentés de partir. Je comprends que certains se disent, est-ce qu'on est encore les bienvenus au pays des droits de l'homme et de la démocratie? Est-ce que être juif en France, c'est être heureux comme Dieu en France? Je comprends que certains... Alors, il se trouve que hier soir, un autre événement est survenu, c'est cette décapitation d'un otage français, du guide français Hervé Gourdel en Algérie. Les musulmans de France, aujourd'hui même, ont appelé à une manifestation. Demain, le recteur de la mosquée de Paris demande aux musulmans de se rassembler pour protester contre cette barbarie. Vous les soutenez? Bien sûr que je les soutiens, et surtout il était temps. Parce que la vraie question qui se pose face à ces décapitations, c'est est-ce que c'est la vérité de l'islam ou est-ce que c'est la négation de l'islam? Moi, je pense que c'est la négation de l'islam, mais c'est aux musulmans eux-mêmes de le dire. Alors qu'ils viennent demain, dans les rues de Paris, dire, comme les musulmans anglais, pas en notre nom. J'espère que demain, ils seront très nombreux, j'espère qu'ils seront des milliers à venir dire, pas en notre nom.
Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy, merci au musée d'art et d'histoire du judaïsme qui nous ont accueillis, merci à ceux qui préparent cette émission, François Ducroux, Thomas Auro et Joël Brandet à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. La semaine prochaine, David Pujadas, des paroles et des actes, on se retrouve dans 15 jours. Tout de suite, musique sur France 2 avec Alcaline.